Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. C'est devenu une tradition. Nous recevons pour vous le porte-parole du gouvernement. Avec lui, nous allons évoquer quelques sujets brûlants de l'actualité, décortiquer de fond en comble certaines décisions prises au cours du dernier Conseil des ministres. Bonjour, Monsieur Wilfried Ngwedji. Bonjour, Monsieur Choki. Merci d'accepter notre invitation. Je co-anime cet entretien avec mon collègue Eric Guédenon de Canal 3 Bénin. Bonjour. Bonjour, Choki. Bonjour, Monsieur le porte-parole du gouvernement. Alors, nous allons discuter des questions relatives aux grandes décisions du Conseil des ministres, mais aussi des questions d'actualité. Nous allons d'ailleurs commencer par là. Nous avons lu sur les réseaux sociaux votre démenti sur la construction d'une base militaire française à Kandji. Pensez-vous que le Bénin soit devenu une cible avec l'émergence de fausses informations pour faire croire à l'opinion que le Bénin a un problème avec le Niger? Bien, je vous remercie, M. Guédenon, M. Choki. Je salue nos concitoyens. Vous abordez un sujet d'actualité, effectivement, qui montre à suffisance combien les réseaux sociaux peuvent avoir autant d'utilité, mais aussi autant de perversité. Et là-dessus, il y a certains acteurs qui sont préposés à cela. Je ne leur en veux pas particulièrement parce que je crois qu'ils sont payés pour faire ça. Et il nous appartient à nous, comme je le fais, d'apporter la bonne information. Et la bonne information, c'est, ainsi que nous l'avons dit, qu'il n'y a à ce jour dans notre pays aucun projet de construction d'une base militaire française. Nous n'avons pas d'accord militaire avec la France qui demande qu'une base militaire soit construite ici. Ce n'est pas non plus dans les perspectives du gouvernement? Ce n'est pas dans les perspectives. Du reste, j'ai dit il y a 6 ou 8 mois en arrière, j'ai redit récemment en rappelant ce que j'avais dit, que nous avions des instructeurs français, belges, américains notamment, et certains d'entre eux avaient été déployés à Kandji pour travailler avec les nôtres. Mais depuis un peu plus de 6 mois maintenant, ils ont fini leur mission et ils sont repartis. De sorte qu'à l'arrivée, tout ce que vous avez pu lire ou entendre sur cette supposée construction d'une base militaire française n'est que pure élucubration, invention de gens qui seuls connaissent quels sont leurs desseins, quels sont leurs mobiles. Le Bénin travaille avec ses partenaires, qu'ils soient occidentaux, qu'ils soient africains, dans la perspective de rechercher le maximum d'efficacité possible sur tous les fronts de la vie de notre pays. Et le front sécuritaire et militaire n'échappe pas à cette dynamique, à cette ambition. Il reste que nous sommes assez lucides pour faire les choix qui nous semblent être les plus pertinents pour notre pays, les plus productifs aussi. Et définitivement, retenez-le, à ce jour, aucun projet de base militaire en construction, pas même en perspective à l'heure où je vous parle. Alors, c'est vrai que par rapport à cette situation, cette rumeur, il y a eu tellement d'invectives. Il y en a qui insultent directement le chef de l'État, y compris vous aussi. Est-ce que cela vous fait mal parfois quand vous lisez ces écrits sur la toile? Oh, il paraît que un chef d'État, ou en tout cas un personnage public, quand il est aux responsabilités, il doit avoir le dos large, il est à la limite le tas d'ordures. Mais cela ne devrait pas amener ceux qui s'adonnent à des injures, à des inventions, à la calomnie, de faire autant de zèle sur les réseaux sociaux. Je comprends bien qu'ils soient payés pour ça. Et nous, dans notre logique, il n'y a pas de place pour les injures, parce que nous considérons que les injures, c'est pour les plus faibles. C'est pour ceux qui n'ont pas d'arguments, c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens. Et nous, ce que nous faisons, c'est d'expliquer justement notre action. Et vous ne nous prendrez jamais à voir le chef de l'État ou quelques membres de son gouvernement aller injurier un adversaire, un acteur de la société civile parce qu'il aurait émis des opinions. C'est d'abord aussi une question d'éducation et chacun, par son attitude, par ses propos, par le langage qu'il tient, montre d'où il vient et qui il est. Nous croyons que nos concitoyens sont et doivent être des gens bien. Et s'il y en a quelques-uns et qui, pour une raison ou une autre, décident de se mettre en marge de la bonne conduite, nous leur concédons. Il paraît que c'est ainsi que fonctionne la démocratie, c'est ainsi que fonctionne la liberté d'expression. Mais après aussi, il faut que chacun soit prêt à répondre de ses actes et de ses propos. Alors vous l'avez dit, il y a une volonté de ternir un peu l'image du Bénin dans cette crise avec le Niger. Comment le gouvernement se mobilise? On a le sentiment qu'à part votre voix, il y a un silence dans le rang des politiques qui sont vos soutiens. Mais vous dites à part ma voix, et je suis préposé à cela. Ma voix, c'est la voix du gouvernement. Si je vous parle et que je vous réponds, vous considérez que c'est l'ensemble du gouvernement qui vous répond. Les acteurs politiques, ils peuvent avoir
un autre agenda. Ils savent quand est-ce que, dans leur autonomie d'organisation, ils vont sortir, opiner sur tel ou tel sujet. Mais, ainsi que je l'ai dit dernièrement, et c'est ce qu'il faut retenir, pour faire les choses terre à terre pour tout le monde. Est-ce que avant la situation née il y a 2 mois, vous avez déjà vu le Bénin et le Niger s'invectiver? Vous avez vu une crise entre les 2 pays? Non. Et aujourd'hui encore, le Bénin n'invective pas le Niger. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec nos voisins, y compris le Niger. Et avant donc la crise née il y a 2 mois, les relations étaient au beau fixe. Et nous avons bon espoir que une fois qu'on sera sorti de cette crise, les relations redeviendront aussi normales qu'elles l'étaient. Et c'est pour ça que justement, c'est quand la fin de cette crise? Justement, c'est pour ça que le Bénin, aujourd'hui, travaille activement avec d'autres au sein de la communauté à la fin de la crise au Niger. Nous y travaillons et nous avons bon espoir que cela va aboutir. Alors, il y a une autre quand même situation, ici au Bénin, c'est par rapport à l'incendie de Craqué, une situation vraiment déplorable où on a vu nos compatriotes partis d'une manière triste. C'est vrai que le gouvernement est vite sorti, a essayé quand même de vite accompagner ceux qui sont blessés, ils sont aujourd'hui au CNHU. Est-ce qu'il y a des solutions pour éviter à la longue, pour les années à venir, des situations du genre, parce que c'est vraiment triste pour notre pays? Ce n'est pas seulement triste, c'est douloureux. C'est douloureux. Et il faut partager la souffrance des familles éplorées. Nous avons perdu des concitoyens et il y avait aussi des Nigérians qui y sont passés. Il faut saluer leur mémoire. C'est ce que nous faisons. Et vous voulez savoir, est-ce qu'il y a des solutions pour que cela ne vienne plus? En fait, j'ai envie de vous dire que nous avons été un peu malfortunés sur cet événement, sinon on n'en entendrait plus parler si les choses s'étaient déroulées suivant l'agenda que le gouvernement s'était défini. Et qu'est-ce qu'il a perturbé? Parce que ça fait plus d'1 an maintenant que le gouvernement a réfléchi sérieusement à la question, y compris avec les acteurs, et a défini un modèle de réorganisation de ce secteur afin de le formaliser pour que nous ne voyions plus l'essence de contrebande transportée sur nos rues comme on a l'habitude de les voir. Et cela a conduit à une certaine prospection hors du pays pour voir des industries qui pouvaient nous fabriquer des mini-stations en grand nombre. Et nous avons fait venir ici quelques échantillons. Certains de vos confrères, je crois que vous-même vous avez dû voir ça, M. Chokri, pendant que c'était en expérimentation, pour s'assurer que ces mini-stations répondent aux fonctionnalités que nous leur voulons et qu'elles peuvent tenir dans notre environnement. Ensuite, lorsque nous avons eu satisfaction, après ces essais-là, le gouvernement a engagé la commande de 5000 unités de ces mini-stations. 5000 d'un seul coup. Parce que nous avons procédé en temps un recensement des acteurs de l'essence de contrebande dans notre pays et nous sommes autour d'un peu plus de 50 000 acteurs. Un peu plus de 50 000 acteurs pris individuellement. Cela charrie... Sur tout le territoire national ou bien seulement sur tout le territoire national. Okay. Cela charrie des familles, des gens dont il faut s'occuper, et qu'il faut nourrir, et qu'il faut instruire et tout ça. Donc, c'est quand même, sociétalement parlant, c'est un gros sujet. Il faut faire en sorte que ces personnes ne se retrouvent pas toutes du jour au lendemain sans aucune activité. Et c'est pour ça que les discussions ont eu lieu, c'est pour ça que ce recensement a eu lieu. Et ensuite, on a essayé de définir les modèles de réorganisation. Pour dire, si vous êtes 54 000 aujourd'hui, est-ce que ce serait bien séant d'avoir 54 000 mini-stations? Observez dans votre rue, peut-être, si votre rue fait 500 mètres, vous avez 2, 3, 4 vendeurs d'essence paillot. Est-ce que ce serait pertinent d'avoir 3, 4 mini-stations dans cette rue? Non. Donc, là, il faudrait peut-être avoir une seule ou deux en faisant parler les acteurs, en les mettant ensemble pour qu'ils commencent à mutualiser et grandissent ensemble. C'est ça qui fait qu'à l'arrivée, nous ne commanderons pas 50 000 mini-stations, mais nous avions tablé sur autour de 10 000 mini-stations et dans un premier temps, nous avons commandé 5 000. Et ces 5 000, nous avons reçu 2 000 d'entre elles déjà. Depuis 2-3 mois, nous avons reçu 2 000 d'entre elles. Elles ont été inspectées. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a procédé à leur étalonnage qui, curieusement, s'est achevé 24 ou 48 heures avant le drame de Sémé-Craqué. Et la perspective, la suite, c'était qu'une fois l'étalonnage terminé,
On reprend langue avec les acteurs. On a déjà défini où est-ce qu'on allait déployer ces 2000 mini-stations. C'est Cotonou et environ dans le Grand Nokoué, mais c'est aussi les communes de notre pays où, à ce jour, on ne dénomme aucune station formelle. Ça peut vous surprendre, mais nous avons encore dans notre pays quelques communes qui n'ont pas du tout de station. Tout à fait. Donc, on fera en sorte que ces communes soient desservies. Et puis, dans une deuxième phase, quand le reste des mini-stations arrive maintenant, on fera également un déploiement de plus grande envergure dans le Grand Nokoué pour les zones qui n'auraient pas encore été suffisamment impactées, mais aussi à l'intérieur, afin que, une fois qu'on a fini ça, il ne soit plus dit dans notre pays que c'est parce qu'il n'y a pas de station ici que le paillot prospère, d'autant que par ailleurs, nous, au gouvernement, on n'a jamais considéré que le paillot était une activité qui devrait être définitive. Il suffirait d'un changement de politique structurelle au Nigeria sur ce secteur-là pour que l'on constate les effets. Et cela a commencé. Donc, on a eu raison d'anticiper. Et je vous disais que c'était... on a été un peu mal fortuné parce que si on avait achevé tout ça quelques semaines plus tôt, vous aurez vu les mini-stations un peu partout. D'ailleurs, tout au moins dans Cotonou, vous avez commencé à voir les socles de ces mini-stations et même par endroits, certaines qui sont déjà posées mais encore couvertes en attendant d'être mises en service. Alors, est-ce qu'en tout temps, les acteurs ont épousé cette vision du gouvernement? Fort heureusement, les discussions sont assez positives. Et depuis la survenue de ce drame, le gouvernement a déjà rencontré les acteurs au moins 2 fois encore et je peux vous certifier que les perspectives sont bonnes. Ils sont plutôt acquis à l'idée de cette réorganisation pour sécuriser leur activité, mais aussi pour le bien-être individuel et collectif au plan de la protection de l'environnement et de la protection de la santé publique. Donc, ils sont plutôt engagés à faire avec le gouvernement afin que nos villes changent d'aspect et que nous n'ayons plus ce genre de spectacle. Alors, et puis, il faut peut-être le dire, pour ceux qui ne le savent pas, et parmi eux-mêmes, pour ce qu'ils ont expliqué, ce qui s'est passé à Semekrake aurait pu être évité parce que eux-mêmes se sont imposés des règles et il y a un mode de transport du produit inflammable du produit qui est prohibé en leur propre sein. Mais d'après les révélations qu'ils ont faites sur le site de Semekrake, c'est justement le mode prohibé qui était en cours. Et c'est au cours du transvasement que la mauvaise manipulation... Et malheureusement, nous avons perdu des vies. Qu'est-ce que le gouvernement a décidé de faire d'abord aux personnes blessées? Les personnes blessées, vous avez dû suivre que le gouvernement a décidé de leur prise en charge intégrale parce que, en pareille occurrence, les dégâts sont majeurs et ensuite cela nécessite beaucoup d'argent pour être pris en charge de façon optimale. Le gouvernement sait très bien que les familles n'ayant pas prévu cet accident, il est fort à parier que beaucoup d'entre elles ne puissent pas faire face aux charges. D'où la décision du gouvernement de prendre en charge intégralement les frais liés aux soins que ces personnes blessées doivent recevoir. Et de l'autre côté, pour celles qui ont trépassé, vous avez vu que c'était des brûlures à telle enseigne que les corps sont méconnaissables, corps calcinés. Mais heureusement, la science permet, dans ces cas-là au moins, d'identifier les restes. Et pour que les familles puissent faire le deuil de leurs enfants convenablement, le gouvernement a décidé là aussi d'engager les procédures pour que les tests ADN soient réalisés et que demain, quand on va remettre des restes à une famille, que ce soit effectivement scientifiquement prouvé les restes de son enfant ou de son membre. Alors, ces stations qui sont en train d'être installées vont démarrer quand véritablement? Je crois que si vous avez suivi le compte-rendu du Conseil des ministres dernièrement, le chef de l'État a saisi l'occasion pour demander aux ministres qui sont en charge du secteur d'accélérer les Parce que ça traînait un peu. Oui, avec le recul, vous pouvez penser que ça traîne. Non, nous, on avait un agenda, comme je vous ai dit, on aurait pu réussir depuis, mais depuis qu'il y a eu cet accident, chacun sait très bien qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et c'est ce que le chef de l'État a demandé aux ministres qui s'occupent du dossier. Et j'ai bon espoir que en finalisant les discussions avec les acteurs, avant la fin de cette année, on doit pouvoir voir les mini-stations déployées ici et là. Alors, on ira maintenant à Porte-Nouveau. On a vu l'ancien siège de l'Assemblée nationale en construction, inachevé, en train d'être démoli. Alors, est-ce que déjà les poursuites par rapport à tous ceux-là qui ont, je ne veux pas sortir le mot, de brader l'argent du contribuable béninois, on a fini déjà par régler cela et puis maintenant on a commencé déjà par démolir le siège, monsieur le porte-parole du gouvernement? D'abord, pourquoi on démolit et ensuite
qu'est-ce qu'on va faire là? Ouais. Pourquoi on démolit? Vous n'avez pas oublié, vous, M. Choki, même si certains de nos concitoyens ont pu l'oublier, et ce sera votre devoir, notre devoir de le leur rappeler, vous n'avez pas oublié que ce bâtiment, en cours de réalisation, est apparu à un moment donné comme la démonstration ultime du niveau de mauvaise gouvernance que notre pays avait atteint ces dernières années, avant 2016. Mauvaise gouvernance liée au fait qu'on ne prenait pas le temps de faire sérieusement les études de projets majeurs et aussi qu'on pouvait engager les dépenses sans vraiment s'assurer de la pertinence de ce qu'il fallait faire. Et donc les spécialistes, et d'ailleurs vous qui êtes un spécialiste des questions de cadre de vie, vous avez entendu les spécialistes dire que le site retenu pour le bâtiment n'était pas approprié et le bâtiment lui-même n'était pas réalisé suivant les règles de l'art, à telle enseigne qu'il y avait un risque évident à l'achever, donc le rendre opérationnel avec des centaines de personnes qui y travaillent. Cela ouvrait la voie à éventuellement un accident à un moment ou à un autre. Nous aurions vécu donc un drame. Et puis, en 2018, un rapport exhaustif a été fait, présenté à l'Assemblée nationale, où siégeaient à l'époque toutes les tendances politiques, y compris ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, dont certains s'émeuvent de ce qu'il se passe sur le site. Et tous, à l'époque, unanimement, avaient conclu qu'il fallait changer de site pour construire le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ouais. C'est ce qui justifie qu'à Porto-Novo, aujourd'hui, nous ayons changé de site et que le nouveau siège soit sorti de terre. Et dans quelques temps, nous aurons un siège flambant neuf pour l'Assemblée nationale. Donc, à l'époque, tous les députés, toutes tendances confondues, nous sommes en 2018, avaient conclu à la nécessité de mettre fin à ce chantier. Après, qu'allons-nous faire du chantier? Ça, par contre, on n'a pas tranché. À telle enseigne que le chef de l'État avait même lancé une boutade lors de sa tournée de reddition de comptes en disant, bon, que faisons-nous de ça? Est-ce que nous le maintenons? Et puis, en allant sur Porto-Novo, nous allons le regarder comme le sarcophage de nos impérities en matière de mauvaise gouvernance ou bien quoi? Et finalement, il a été décidé effectivement de le démolir parce que sur place, à Porto-Novo, là, nous allons réaliser un parc urbain avec une arène culturelle. Porto-Novo, aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, est en chantier. Non loin de ce site, il y a en construction le musée des arts vaudous. Ouais. Il y aura, pas loin de là, la statue de Tofa Ier. Et le parc urbain qui va être fait viendra achalander un peu plus cette ville pour la rendre agréable. Et c'est pour ça que la démolition a commencé. Elle a commencé parce que l'avant-projet sommet de ce projet a déjà été fait. Et aux dernières nouvelles, l'avant-projet détaillé est en cours pour qu'une fois le site libéré, les temps qui viennent aussitôt après, le travail puisse commencer. Donc, ça n'est pas que ce bâtiment va être démoli et qu'il faudra attendre 6 mois ou 1 an pour que le chantier du projet de parc urbain dans la ville de Porto-Novo commence. Voilà donc pourquoi la démolition est en cours. Et si on est de bonne foi et qu'on n'a pas oublié tout ce qu'il s'est passé, on devrait pouvoir comprendre ça et se dire, bon, enfin. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas que la démolition qui offusque les Béninois, c'est le silence du gouvernement par rapport à toutes ces personnes impliquées dans ce chantier. Vous savez que les Béninois ont désigné le musée de la corruption. Vous avez évoqué le rapport de 2018 qui, justement, a fait l'état des lieux. Et on a parlé même de 14 milliards engloutis, là. On fait quoi de ces 14 milliards? Plus 22 milliards 600 millions de francs CFA. Il me semble bien, de mémoire, que des gens avaient été incarcérés, ont répondu de leurs actes, et si la procédure n'est pas achevée, ben sans doute qu'elle sera conduite à terme et par les instances compétentes. Est-ce que tous ceux qui étaient impliqués dans ce dossier ont été pris, ou bien il y en a qui sont encore en liberté? Je n'ai pas discuté avec les acteurs de la justice, et je ne peux pas vous dire là, mais j'ai une conviction au regard de la dynamique en cours dans notre pays, où la reddition de comptes est devenue une exigence, où la lutte contre la corruption est manifeste. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui, demain après-demain, tous ceux qui auraient des responsabilités dans ce qui est arrivé là
devront répondre de leurs actes. C'est la moindre des choses. Alors, puisqu'on parle de l'Assemblée, la transition elle est toute trouvée. Le gouvernement a transmis au Palais de gouverneurs le projet de loi de finances gestion 2024. Il paraît que c'est en augmentation de plus de 5% pour l'année prochaine. Pourquoi une telle augmentation, monsieur le porte-parole du gouvernement? Est-ce qu'il y a des choses qui seront faites qui pourraient impacter davantage le Béninois lambda? Non, c'est en augmentation parce que, il faut dire, on est optimiste. Et ça veut dire que nous travaillons tous collectivement, nous travaillons de mieux en mieux. C'est en augmentation parce qu'il y aura plus de ressources. Et monsieur Choquet, à la fin de l'année, quand vous allez regarder votre bilan, vous allez projeter pour 2024 de gagner un peu plus. Tout à fait. Peut-être parce que votre salaire va augmenter, peut-être parce que vous allez avoir plus de consultations, peut-être parce que vous allez avoir plus de rentrées par ici ou là, n'est-ce pas? C'est pareil pour l'État. La conjoncture, elle est bonne pour nous, malgré la situation mondiale critique. Nous avons fait des réformes pour assainir la gestion des finances publiques, pour optimiser la mobilisation des ressources, et nous professons que cette tendance se maintenant, il y aura un peu plus de ressources pour le budget national, qui caracole autour de 3 200 milliards de francs CFA. C'est la logique qui sous-tend ce projet de budget. C'est vrai qu'on n'a pas encore le document sous la main. Pour avoir tous les détails. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner quelques éléments qui pourraient conforter davantage les compatriotes? Les éléments qu'il faut mettre en avant ici pour rassurer tout le monde, parce que nous disons souvent que quand on a fait une photo de groupe, chacun veut bien voir quelle est sa position sur la photo pour essayer d'avoir été pris en compte. Exactement. Bien, ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que la part du social, c'est-à-dire tous les projets à relance sociale qui sont compris dans ce budget, cela représente 42% à peu près. 42%, vous faites 42% de 3 200 milliards et vous allez voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons densifier le programme de cantine scolaire. Aujourd'hui, nous sommes avant la rentrée 2023-2024, nous étions à 1 035 000 enfants du Bénin qui ont droit à un repas chaud tous les jours dans nos écoles primaires publiques. À partir de cette rentrée, notre choix, c'est d'aller à 100% de couverture. Donc, il y aura un peu plus de bénéficiaires. Nous étions globalement autour de 7%. Nous pensions même 20% avant 2016. Mais les chiffres affinés montrent que les cantines scolaires couvraient 7%. Nous serons à 100%, avec des dizaines et des dizaines de milliards de francs CFA au profit de cette activité. L'année dernière seulement, nous avons fait plus de 40 milliards. Donc, c'est du social. Nous allons intensifier le programme d'adduction d'eau potable pour que personne dans notre pays, dans quelques années, ne manque d'eau potable. Aujourd'hui, autour de 80% de couverture avec les infrastructures mises en place, nous pensons bien que nous allons tenir le pari d'ici à la fin du quinquennat de faire en sorte que 100% des Béninois aient accès à l'eau potable. Pareil pour l'électricité, pareil pour les travailleurs. On a revalorisé les salaires, vous le savez, on a revalorisé les pensions. Mais tout le monde n'a pas eu encore, hein? Et la révalorisation, tout le monde n'a pas encore. Vous voulez parler de ceux qui sont peut-être dans le privé ou dans des entités qui sont gérées en mode privé. Et vous avez noté la dernière exhortation du gouvernement à l'endroit de ceux qui traînent encore les pas. Parce que nous voulons bien que cela permette à tous les Béninois, travailleurs, d'avoir un plus. Et nous espérons bien que ceux qui ne l'ont pas encore fait le feront. Donc, globalement, vous aurez une part d'investissement liée au social qui soit assez significative. Quand on le dit souvent, certains n'ont pas idée. Lorsqu'on va faire la phase 2 de l'asphaltage, qui commence dans quelques semaines là, parce que vous avez dû noter qu'il y a 2 villes dont les dossiers sont passés en conseil. Certains disent, oui, ils font des routes, ils font du goudron, ils font des pavés, c'est pas ça qu'on va manger. On ne mange pas la route, mais la route fait manger. Là où vous passiez 30 minutes de trajet, une fois qu'on a aménagé, vous passez peut-être 10 minutes. Vous n'avez pas idée du carburant que vous économisez. Les désagréments que vous avez parce que des crevaisons qui vous font dépenser 1000 francs chez le vulcanisateur, quand vous ne faites plus de crevaisons, vous n'avez pas idée que cet argent reste dans votre poche. C'est quand vous le sortez qu'il vous fait mal. Ainsi de suite. Quand on va densifier l'Internet avec les infrastructures pour le haut débit, grâce à ce qui a été fait déjà, vous voyez l'impact de la dématérialisation dans notre pays aujourd'hui. Ceux qui aujourd'hui, en quelques minutes, font plein de choses sur les réseaux sociaux, n'ont pas idée que si on n'avait pas fait ces investissements, ils auraient dépensé beaucoup plus, comme par le passé. Et pour être concret, vous, si vous êtes né
à Parakou ou à Datitengu et que vous devriez prendre votre casier judiciaire avant la dématérialisation, vous savez bien comment ça se faisait. Il faut aller nécessairement dans son lieu. Aujourd'hui, Absolument. sans aller là-bas, vous pouvez faire tout ça en ligne. Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez obtenir un casier judiciaire et plein d'autres services publics en ligne. Tout cela génère des économies parce que l'argent ne sort pas de votre poche. Mais vous ne l'avez pas sorti parce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir gagné quelque chose directement. Vous ne mesurez pas l'impact de la dématérialisation dans votre vie de tous les jours. Et tous ces investissements vont se poursuivre pour continuer à faciliter la vie à nos concitoyens. C'est vrai que c'est une parenthèse, monsieur le porte-parole du gouvernement, vous n'êtes pas le ministre des Finances, mais souvent quand on alloue ces montants aux différentes directions, au ministère, la consommation elle se fait très lentement. Et parfois, au finish, on dit que voilà, on a consommé à peine 30% du budget à eux alloué. Est-ce que quelque part, cela ne ralentit pas le travail qu'on doit faire pour faire bouger l'économie, pour permettre aux gens quand même de travailler correctement dans de bonnes conditions, monsieur le porte-parole du gouvernement? Je peux vous dire, globalement et dans l'absolu, que nous avons fait aussi beaucoup d'efforts sur ce front-là. Okay. Déjà parce que nous faisons beaucoup plus d'investissements que par le passé. Vous l'avez noté, nous faisons beaucoup plus d'investissements. La part du budget qui va à l'investissement, parce que l'investissement, c'est ça qui produit des gains sur la durée. Ce n'est pas seulement le fonctionnement. Investir pour que cela génère du profit sur la durée, nous faisons beaucoup plus. Et parce que nous faisons ça, nous avons intérêt à ce que les budgets soient consommés. Et les revues de PTA qui sont réalisées régulièrement montrent bien qu'il y a une amélioration significative. Après, nous voudrions bien que dans les délais prescrits, le budget soit consommé comme cela devrait être idéal. Si ça n'est pas encore le cas dans certains secteurs, mais globalement, il y a eu beaucoup de progrès et les investissements se font. Du reste, vous le constatez au résultat. Pour ce projet de loi de finances, gestion 2024, vous avez avancé un chiffre, plus de 3 000 milliards. Comment le gouvernement va mobiliser ses ressources? Est-ce qu'on va augmenter les tasses? Vous connaissez la réticence des Béninois par rapport aux tasses. Mais nous avons déjà fait plus de 3 000 milliards pour le budget en cours. Et même avant, vous avez vu comment la taille du budget entre 2016 et maintenant a évolué significativement. Et nous n'avons pas fait de magie autre que de favoriser la bonne gouvernance, mais aussi de mobiliser beaucoup plus en élargissant le plus possible l'assiette fiscale. Quand on parle d'élargir l'assiette fiscale, cela ne veut pas dire qu'on augmente les impôts. Cela veut dire qu'il y a des impôts qui existaient, qui ont toujours existé, et que les assujettis, donc ceux qui doivent cet impôt, n'ont pas souvent payé. Donc l'État fait en sorte d'élargir pour atteindre tout ce qu'ils doivent payer. Parce que si on doit être 100 à payer et que 20 seulement payent, les 20 ont le sentiment de porter le poids de tout le reste. Mais si on est 80 à payer ou 90 à payer, à l'arrivée, peut-être même que cela va induire une réduction de ces impôts-là. Donc aujourd'hui, l'effort, c'est de ratisser le plus large possible. Et quand on va y arriver, peut-être que dans les années à venir, vous verrez que ce soit ce gouvernement ou ceux d'après, ils pourront dire, bon, maintenant, on adresse le maximum de personnes. Et avec le cumul de tout ça, nous avons des ressources substantielles qui font que, oui, on peut réduire tel impôt, on peut réduire tel autre. Mais si on ne réduit pas, l'État, il a des charges. Et il doit les couvrir. C'est le principe de base des finances publiques. Si vous avez des salariés à qui il faut donner leur salaire, si vous avez des populations à qui il faut donner l'eau potable, à qui il faut donner l'électricité de qualité et 24 heures sur 24, vous devez assurer le fonctionnement de l'école publique. Vous devez faire en sorte que les enfants mangent. Vous devez faire les routes, vous devez faire les hôpitaux, etc. Il vous faut trouver des ressources. Plus vous mobilisez à l'intérieur, plus vous serez crédible à l'extérieur pour en recevoir. Mais moins vous mobilisez, moins vous aurez aussi. Mais parfois, la pression, les fautes sur les populations, elles se disent que, voilà, on asphyxie nos poches. Non, ça n'a jamais été la vocation d'un gouvernement, ici ou ailleurs, d'asphyxier les populations. Mais s'il n'y a pas de population, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État. Donc, les responsables politiques en situation, encore une fois, ici ou ailleurs, adoptent des solutions qui, face au contexte, leur paraissent les meilleurs pour faire face à leurs charges. Donc, il n'a jamais été dans l'intention d'un dirigeant, dans l'absolu, d'asphyxier une population. Et c'est ce que je vous explique là, M. Choki. L'exemple que je donnais tout à l'heure convient très bien. Si nous devons être 100 à payer des impôts, et qu'il y a des resquilleurs, il y a des gens qui, agents de l'État, pactisent avec ceux qui doivent les impôts, et qu'à l'arrivée, il y a 10 ou 15 seulement qui payent.
on est sûr que c'est les 10 ou 15 seulement qui payent. Les États auront tendance à prendre le maximum chez ces 10 ou 15 parce qu'ils sont certains qu'eux vont payer. Vous voyez? Par contre, si on est 70, 80 ou 90 à payer, les dirigeants savent que il y a une bonne disposition d'esprit et les gens payent. Donc là où vous devez payer 20 francs, peut-être que vous allez payer 10 francs ou 15 francs et on sait que cela étalé sur le grand nombre d'assujettis, cela permet à l'État de mobiliser autant, voire plus. L'État a les moyens de faire payer tout le monde les impôts. Pourquoi ceux-là, il y en a qui vont esquiver? Vous voyez, vous êtes témoin de l'actualité dans notre pays et de l'actualité ailleurs. Vous voyez les efforts que nous faisons pour rétablir la justice sociale, l'équité, faire en sorte que ceux qui doivent payer payent. Regardez une taxe comme la TVA, qui n'est pas directement perçue par l'État, mais qui est collectée par les commerçants, qui savent très bien que la TVA qu'ils perçoivent sur le consommateur doit être reversée à l'État. Mais vous voyez comment pendant de longues années avant 2016, la plupart des opérateurs économiques, je ne dirais pas la plupart, pour être juste, en tout cas beaucoup d'opérateurs économiques, collectaient la TVA et ne la reversaient pas à l'État. Et vous voyez, quand on a trouvé la formule pour que cette TVA n'échappe plus à l'État, en mettant en place le système des factures normalisées, vous avez vu la réaction de certains d'entre eux. On a augmenté les prix, on a dit aux populations, c'est le gouvernement qui a augmenté les prix, alors que le taux de la TVA n'a pas augmenté. Et que les mêmes opérateurs font venir les mêmes produits au pays qu'ils ont toujours fait venir et ils n'ont pas baissé les prix. Donc, et là, l'État aussi doit frapper pour éviter ces comportements. Justement, et c'est tout cela que nous faisons, qui est l'administration de la cité. C'est ça que nous faisons, avec plus ou moins de bonheur, parce que ça réussit. Parfois, on se rend compte qu'il y a des insuffisances, ou il y a des gens qui essayent de sortir des mailles, et notre devoir, c'est de travailler à rattraper cela, en tout cas à faire en sorte que la justice fiscale prévale. Que ceux qui doivent payer 10 francs payent 10 francs, que ceux qui doivent payer 100 francs payent 100 francs. Alors avec ce budget, est-ce que nous pouvons tenir face à cette inflation que nous vivons au quotidien? L'exemple le plus éloquent, c'est le prix du gaz par exemple. Alors, vous parlez de l'inflation, mais vous avez dû noter qu'en matière d'inflation, nous sommes parmi ceux qui ont les meilleurs chiffres. D'ailleurs, en cours d'année, vous avez vu les évaluations faites. Dans l'espace UEMOA, nous avions l'inflation la meilleure, parce que la plus basse. Et ce projet de budget postule que nous allons maintenir davantage le taux d'inflation pour revenir vraiment vers les standards. Pareil pour le déficit. Et le prix du gaz que vous évoquez, c'est une situation conjoncturelle, sans aucun doute. Il y a eu un moment, je crois, de difficulté pour les opérateurs qui n'ont pas réussi à approvisionner le marché comme il faut, conséquence de tout ce que vous savez déjà. Et parce qu'il y a moins de disponibilité, il y a une tension sur cette disponibilité et certains commerçants, c'est la loi du marché, paraît-il, ont essayé de surenchérir. Et vous avez noté la réaction du ministère de l'Industrie et du Commerce qui les a rappelés à l'ordre, qui a déployé sur le terrain ses agents. Je ne pense pas que cela nous ait permis de maîtriser à 100% les acteurs de cette inflation de fait et voulue, mais cette descente du ministère se rappel à l'ordre aura eu quand même pour conséquence de rassurer les populations et de dire à ces opérateurs économiques qu'ils peuvent être rattrapés à tout moment. Une dernière question sur le budget. Avez-vous des craintes que ce projet de loi de finances soit rejeté à l'Assemblée nationale, bien que le gouvernement ait une majorité? Non. Et même si le gouvernement n'avait pas une majorité, si ça n'est pas des questions de position de principe, je pense qu'en discutant le contenu de ce projet de budget, tous les députés qui sont à l'Assemblée nationale, surtout qu'ils ont la possibilité de faire des amendements, et si ces amendements sont pertinents, ils vont être pris en compte. À partir de ce moment-là, je crois qu'ils devraient pouvoir être à l'aise pour voter le budget et donner au gouvernement les moyens de continuer la mise en œuvre de sa politique qui, fort heureusement, produit de plus en plus de résultats palpables que nous apprécions tous. Parfait. Alors, M. Mbedi, c'est vrai que le gouvernement actuel est en train de faire de notre pays une porte touristique où beaucoup peuvent venir visiter notre pays, avoir les meilleures conditions d'hébergement, de restauration. Et justement, il y a une réglementation des établissements d'hébergement touristique, des agents de voyage et aussi ceux qui sont les professionnels dans le secteur. Alors, pourquoi avoir choisi former ces gens-là? Est-ce que c'est pour donner plus de moyens à notre pays d'accueillir les touristes, ceux qui veulent venir découvrir notre pays, le Bénin? C'est parce que nous commençons à faire les choses bien. Et nous avons intérêt à les faire durablement bien.
Les gens ont souvent reproché aux pays africains ou aux Noirs en général de manquer d'une qualité, l'abnégation. L'abnégation, c'est le fait de tenir sur la durée, de faire les choses sur la durée. On a le sentiment parfois que quand nous faisons bien un moment, nous nous satisfaisons de ce qui est déjà fait et nous baissons les bras pour retomber dans nos travers. Ce gouvernement a fait le choix de maintenir le cap pour que les bonnes pratiques s'implémentent sur la durée au point de devenir réflexe pour tout le monde. Dans le secteur touristique, au regard des investissements massifs que nous faisons, il ne vous a pas échappé que c'est quand même 1200 milliards de francs CFA que ce gouvernement engage dans le secteur touristique afin d'en faire un véritable levier de développement et source de devises. On ne peut pas faire autant d'investissements et laisser le secteur sans organisation, sans réforme qui lui permettent d'être aux normes et d'offrir le meilleur des expériences possibles du Bénin à ceux qui viennent nous visiter. Et quand vous avez parlé de formation, la formation a déjà eu lieu. On a formé des spécialistes. De ceux qui sont dans ce secteur, on en a formé pas moins de 700. Les guides touristiques? Non, les guides à part. Il y avait une formation pour les guides, je crois 54 de mémoire, mais pour les gens qui sont employés dans le secteur hôtellerie, tourisme, restauration, on a formé plus de 700 avec le soutien des instances internationales réputées. Ici maintenant, c'est une organisation, une meilleure structuration du secteur, qu'il s'agisse de l'hébergement. Nous avons dit l'hébergement, c'est un des secteurs pendants du tourisme. Vous êtes touriste, vous allez dans un pays. Vous avez besoin d'avoir un réceptif hôtelier aux normes qui vous reçoivent. Par exemple, est-ce qu'ils ont une bonne qualité d'Internet? Est-ce que les chambres sont bien tenues? Est-ce que la cuisine est bien faite? Ce sont ces aspects-là. Donc nous faisons ça, autant pour les guides que pour l'hôtellerie, la restauration. Nous mettons les normes qu'il faut pour que les acteurs eux-mêmes s'imposent ces normes afin d'accompagner la dynamique de développement du secteur touristique. Alors, et comment le gouvernement compte assurer le contrôle et le suivi de cette réglementation sur l'ensemble du territoire national? Les décrets qui ont été pris prévoient les obligations des acteurs et forcément les sanctions en cas de manquement. Et soyez rassurés, une fois que ces décrets sont signés, le ministre Abimbola lui-même et ses services rencontreront les acteurs pour les leur exposer afin que chacun comprenne bien quel est le contenu de ces tests. Okay. Parlant des sanctions, on parle de quel type de sanctions dans cette réglementation? Ça dépend des failles. Vous pouvez avoir des sanctions qui soient de nature pécuniaire, financière, ou bien en fonction de la faute, il peut y avoir une sanction pénale. Et ça, les tribunaux, le cas échéant, vont s'en charger. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, vous pouvez aussi avoir des sanctions administratives qui iraient jusqu'au retrait de l'agrément. On peut vous rétoquer et pour que vous soyez aux normes. Et tout ça, c'est prévu par les tests. On comprend l'enjeu. Est-ce qu'il est prévu un fonds d'accompagnement pour aider les acteurs de ce secteur à se mettre aux normes? Un fonds. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais déjà aujourd'hui, si vous, M. Guédénon, si vous interrogez les acteurs, et moi j'ai discuté avec certains d'entre eux, je peux vous dire que c'est un secteur où les gens sont très heureux de ce qui se fait. Ils ont de meilleures perspectives. Ils n'ont pas besoin de votre rapport, vous le dites? Peut-être qu'ils ne refuseront pas, mais peut-être depuis au moins 2 ans, ils vous le diront. Les chiffres sont super bons. C'est comme les cimentiers aussi. Vous voyez tous les chantiers qu'il y a dans le pays. Dans ce secteur-là, en tout cas, les chiffres sont, les chiffres sont super bons. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils comprennent ce que nous faisons et qu'ils accompagnent et qu'ils veulent que nous allions le plus loin possible. Mais pour le moment, le service qu'ils offrent n'est pas encore à la hauteur de ce qu'ils gagnent. Le plus loin possible. Ouais. Monsieur Choki, quand le chef d'État a annoncé que les Chinois qui voudraient venir chez nous seraient exemptés de visa, il y a certains de nos compatriotes qui ont demandé « Ah, mais pourquoi on n'a pas compris ?» Nous sommes encore même modestes dans nos prévisions. Nous avons dit que nous voulons avoir 2 millions de touristes d'ici quelques années. Mais si dans 3 ans, dans 5 ans, nous avons en une année 2 millions, 3 millions de Chinois qui viennent nous visiter, vous voyez ce que ça représente comme impact au plan financier. Un pays comme le Maroc a fait ça avant nous, en exonérant les Chinois, parce qu'il faut bien savoir que dans l'industrie touristique mondiale aujourd'hui, la part de la Chine n'est pas insignifiante. Si vous avez 200 millions, 300 millions de Chinois qui vont dans le monde,
visiter, découvrir, dépenser. Ouais. Nous, dans tout ça là, on veut bien avoir 5 millions d'ici 5-10 ans, des Chinois qui viennent nous voir. S'ils viennent, ils vont prendre des hôtels. Ils vont consommer, ils vont se déplacer, ils vont acheter des souvenirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les devises potentiellement disponibles dans ce secteur-là viendront aussi en partie chez nous. Et c'est ça que nous quêtons. C'est l'efficacité, c'est le pragmatisme du chef de l'État. Ceux qui n'ont pas compris, je veux les rassurer que c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est donc de visas touristiques. Ce n'est pas des gens qui viennent pour s'installer, pour y vivre. Quand vous venez là, c'est un visa ça, touristique. Quand vous venez pour vivre dans un pays, il y a les formalités que vous devez faire. Mais si vous venez pour des séjours de 30 jours jusqu'à 90 jours au plus, suivant les normes en la matière, oui, on fait en sorte que vous soyez à votre aise, qu'en un clic, vous ayez fait vos formalités et que le Bénin vous ouvre ses portes. Et que quand vous arrivez ici, quel que soit l'hôtel dans lequel vous descendez, vous soyez sûr d'avoir les pratiques les meilleures au monde. Et que les gens qui vous accueillent soient à la hauteur de vos attentes. Que la cuisine qu'on vous présente corresponde à ce que vous voulez, de l'expérience que vous voulez faire du Bénin. C'est vrai qu'on parle de tourisme, monsieur le porte-parole du gouvernement, mais quand on descend à l'aéroport, c'est vrai qu'aujourd'hui, notre aéroport devient de plus en plus moderne, mais on n'a pas des attraits qui pourraient dire aux gens, ok, voilà, vous venez au pays, vous pouvez découvrir telle chose. Il n'y a pas des gens qui sont là, qui vous disent, voilà, vous venez au pays, allez à tel endroit, vous découvrez telle chose. Est-ce que déjà l'État pense à tout ceci? Parce que ça aussi, c'est une manière aussi d'attirer les touristes. C'est pour ça que le gouvernement a créé l'agence Bénin Tourisme. Et la dimension que vous évoquez fait partie du cahier de charge de cette agence. Vous avez vu, il y a quelques jours, elle a rassemblé le monde des opérateurs économiques pour leur présenter ce qui est en cours. Je vous rassure que votre préoccupation, elle est prise en compte. Et vous verrez. Alors, dans cette réglementation qui est annoncée, est-ce qu'on a pris le soin de faire la part des choses entre le niveau ou la taille du service qu'on peut avoir en milieu urbain, à Cotonou, à Porto-Novo, dans les grandes villes et à l'intérieur du pays? C'est un tout. C'est un tout. Les tests qui sont pris visent l'organisation ou la réorganisation, l'efficacité de ce secteur au Bénin, pas à Cotonou, pas dans les grandes villes. Si vous êtes en train de faire un hôtel à Covert ou à Vrancourt ou encore à Kandy ou plus loin à Tukuntuna, ainsi de suite, vous devez respecter les mêmes normes. C'est clair. Allez, on va évoluer dans les grandes décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a décidé de la création d'un registre social unique. Cela est justifié par quoi? Bien, en fait, nous avons déjà fait un recensement il y a quelques temps des pauvres extrêmes et des pauvres non extrêmes dans la perspective de la mise en œuvre de l'assurance pour le renforcement du capital humain en son volet assurance maladie. Le registre social unique, c'est un autre nom de cette base de données, avec maintenant des niveaux d'application qui font que, on veut savoir qui entre, qui en sort. Parce que le gouvernement est convaincu que personne n'est condamné à rester pauvre, extrême ou non extrême indéfiniment. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs. Exactement. Donc, il y a des niveaux. Et si vous entrez aujourd'hui dedans parce que conjoncturellement, vous avez une situation qui fait de vous une personne vulnérable, vous êtes pauvre, extrême ou non extrême, vous êtes dedans. Peut-être que dans un an, votre situation a fondamentalement évolué et vous devez en sortir. Donc, ce registre social unique, c'est pour permettre justement d'adresser toutes les personnes qui doivent pouvoir bénéficier de la solidarité nationale à travers les différents services que nous offrons dans le cadre de Arche, mais en même temps aussi savoir qu'il y en a qui, à un moment donné, peuvent en sortir pour que d'autres y entrent, ainsi de suite. Ce sera la vocation ultime de ce registre. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs derrière ce registre? Il n'y a pas d'objectif autre, il n'y a pas d'agenda autre que d'adresser au mieux les personnes pour lesquelles nous avons besoin de l'assistance ou de la solidarité nationale. Alors, il y a aussi les disciples de Saint-Hubert qui sont renforcés par 105 fonctionnaires. Ils en demandaient depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a eu un dernier recrutement, mais là, vous voulez donner encore 105. Est-ce que ça suffit vraiment pour protéger notre biodiversité, monsieur le porte-parole du gouvernement? Parce que là, on a beaucoup de forêts classées, beaucoup de forêts sacrées, et parfois, par manque de ces surveillants, il y a parfois des gens qui descendent et qui ravagent tout. Monsieur Choki, je connais votre engagement pour les questions... Vous reconnaissez le journaliste. Les questions environnementales. Mais vous serez aussi juste avec nous
pour noter que ce gouvernement fait des efforts inouïs dans ce secteur. Vous avez évoqué le dernier recensement, 2022, mais déjà en 2020, nous avons aussi recruté. Ouais. Vous voyez, rien que pour ce secteur, presque autant que nous faisons pour la justice. Donc la volonté est là. Et le gouvernement lui-même a dit que ce n'est pas encore suffisant. Ce qui veut dire que prochainement, si nous avons la possibilité de prendre encore un lot, nous le ferons avec beaucoup de plaisir. L'objectif étant qu'effectivement, il y ait le personnel disponible et suffisant en place pour protéger notre biodiversité, protéger notre cadre de vie, protéger nos forêts et faire exactement ce qui est attendu d'eux. Alors c'est bien. Alors il y a aussi quand même les travaux de modernisation qui continuent. C'est vrai qu'on a parlé de 9 communes par le passé, mais là on a parlé de 2 nouvelles communes qui vont aussi bénéficier de cette modernisation. Kandi, Djougou. Est-ce que d'autres communes ne diront pas que nous, on est abandonnés? Je prends un exemple par tout hasard, si vous permettez, monsieur le porte-parole, Nati Tengu. C'est vrai que là aussi, il y a des actions qui ont été menées, mais je pense que là, c'est une ville vraiment touristique qu'on pourrait encore faire d'autres choses pour cette localité. Je ne le répète pas seulement pour Natengu, mais c'est des actions de tout hasard. Mais moi, je vous comprends. Et comme je comprends nos concitoyens, ouais. Vous voyez, c'est là la preuve que ce que nous avons fait a marché. Chacun sait que asphaltage, à un moment donné, était devenu le projet emblématique de ce gouvernement, à telle enseigne que toutes les communes en veulent. Et c'est légitime. Mais c'est aussi pour ça que le président Talon et son gouvernement ont décidé dès le début de ne pas concentrer tous les investissements liés à l'assainissement du cadre de vie sur Cotonou, Porto Novo, Parakou, 2, 3 grandes villes et dit bon, nous on a fait de belles villes, c'est parti. D'où, dans la première phase, vous avez vu effectivement qu'on a fait quand même 9 villes. Dans la deuxième phase, nous avons retenu 6 villes. En prenant 2 nouvelles, c'est Djougou et Kandi, et en sortant 5 anciennes. Okay. Dont Nati Tengu, dont Abomey, Boycon, dont Lokosa, qui ne sont plus dans le deuxième lot de asphaltage, mais qui bénéficient d'un autre projet, le programme d'assainissement des villes secondaires, que vous connaissez bien, M. Choki. Ouais. Maintenant, il se fait que, et on aurait pu là aussi commencer cette deuxième phase beaucoup plus tôt, mais les contraintes des appels d'offres, et j'ouvre une parenthèse pour dire que c'est pour ça aussi que parfois, sur certains grands projets, on a fait l'option d'aller au gré à gré pour aller vite, pour gagner du temps. Là, par exemple, sur l'asphaltage, on a fait une procédure d'appel d'offres qui aura duré 4-5 mois pour sélectionner les entreprises. Parce que appel d'offres ouvert, avec les conditions exigées par la loi, les étapes exigées par la loi, et ça prend 4-5 mois. On a fait ça, et à l'arrivée, pour Kandi et Djougou, c'est infructueux. Et pourquoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont soumissionné n'ont pas satisfait aux attentes de l'administration de la CIRAT. Donc, on a pris 4-5 mois, 7 pour d'autres villes, comme Cotonou, Calavi, Parakou et Abomey-Calavi, c'est fait. Il y a eu quelques lots, là aussi, qui n'ont pas été validés, mais on avait déjà traité ça. Mais pour ces 2 villes, globalement, l'appel d'offres est infructueux. Est-ce qu'il faut relancer un nouvel appel d'offres? Repartir sur 3, 4, 5 mois, avec le risque aussi d'aboutir au même résultat. On peut le temps. Donc, le gouvernement a décidé, pour ne pas pénaliser ces villes, ni les autres, d'aller au gré à gré, et c'est la décision qui a été prise mardi dernier. Maintenant, on sait que Djougou et Kandi ont aussi leur lot asphaltage attribué à des entreprises. Les formalités de contractualisation vont se faire, et comme ça, dans toutes les villes concernées, les travaux vont pouvoir démarrer ensemble. Alors c'est bien, ça veut dire qu'on modernise de plus en plus nos différentes cités. Cela permettra de mieux circuler. Le chef d'État l'a dit, mais on pourra sillonner les 67 communes en passant par le goudron. Est-ce que c'est sûr qu'on pourra finir cela avant la fin du mandat, monsieur le porte-parole du gouvernement? Il reste encore 2 ans et demi. Oui. Bon, je crois qu'on est déjà vers la fin de cet entretien, monsieur le porte-parole. Certainement des mots pour rassurer davantage nos compatriotes. Je crois qu'ils ont suffisamment entendu ce que nous avons dit. Ouais. Et ils savent faire confiance au président de la République et à son gouvernement. Ils savent que, en général, quand on a pris des engagements, on les respecte. Merci beaucoup à vous, monsieur le porte-parole du gouvernement. On a parlé du long en large des sujets brûlants de l'actualité. On a aussi décortiqué les sujets, les décisions prises en Conseil des ministres. Monsieur Eric Guédeno, merci de m'accompagner dans cet entretien. Merci à vous, monsieur le porte-parole. Merci. Ce sera tout pour cet entretien. Bonsoir chez vous et à la prochaine.